Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous le savez, dans ces émissions, RCF en Bourgogne invite régulièrement des acteurs compétents pour évoquer des sujets d'actualité. Les problématiques évoquées peuvent être religieuses, culturelles, sociales, économiques ou encore politiques. Aujourd'hui, dans le forum RCF, c'est de généalogie dont il est question. Face à l'album photo familial, qui ne s'est jamais interrogé sur ses ancêtres, peinant à reconnaître l'arrière-arrière-grand-père ou la tante de l'arrière-grand-mère? On interroge alors ceux qui restent, on fouille la cave, le grenier, et parfois cette curiosité bien naturelle nous pousse à grimper davantage encore dans l'arbre généalogique. On y découvre l'envers du décor, les non-dits, les tabous, les mystères et les secrets de famille forcément dissimulés sous les tapis. Mais au fond, la généalogie, à quoi ça sert ? C'est avec nos invités que nous essaierons de répondre à cette question. Autour de la table aujourd'hui, j'accueille Yvon Claude, le président du Cercle généalogique de Côte d'Or. Bonjour. Oui, bonjour. J'accueille également Gérard Josso, le vice-président du Cercle généalogique de Côte d'Or. Bonjour également. Bonjour. Alors peut-être que vous pouvez commencer en nous expliquant rapidement ce qu'est le Cercle généalogique de Côte d'Or, Monsieur Claude. Alors oui, le Cercle généalogique de Côte d'Or, appelé CGCO, basé à Dijon, est une association qui a maintenant 35 ans d'âge et qui regroupe des passionnés de généalogie et qui formule des cours d'initiation, comment faire sa généalogie, des permanences un petit peu à travers toute la Côte d'Or, à Beaune, à Saint-Georges, à Semur, à Beaune, oui, et puis ailleurs, dans d'autres endroits, on aura l'occasion d'y revenir. Donc à la disposition des gens pour savoir comment procéder, faire votre généalogie, et puis apporter aussi des concours, en ce sens qu'on a des bénévoles au sein du cercle généalogique qui font des relevés des archives départementales pour éditer des cahiers par commune, recenser donc les naissances, mariages, décès, les recensements, les contrats de mariage, et tout ça est mis sur un site de notre cercle et à disposition de tous les adhérents qui accélèrent les possibilités de recherche. En tapant un patronyme, on va chercher dans notre base qui compte actuellement 1 200 000 actes et qui permet d'avancer pour monter sa généalogie personnelle. Donc vous aidez les gens qui décident de faire des recherches généalogiques. À vos côtés se trouve également Nathalie Lombard. Madame Lombard, bienvenue dans le forum RCF. Bonjour. Bonjour, vous vous intéressez particulièrement à ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Qu'est-ce que ça recouvre, ce concept de psychogénéalogie sur lequel vous avez déjà donné de nombreuses conférences? C'est l'idée que notre psychologie a à voir avec notre généalogie? Oui, tout à fait. Alors la psychogénéalogie, en fait, est un outil thérapeutique qui a pour vocation d'aider les gens qui abordent cet outil, de les aider à s'affranchir en fait de leur histoire familiale, dans ce qu'elle a de plus mortifère. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les loyautés inconscientes, les croyances, les grands mythes, et on va essayer de se décoller de ça, en fait. C'est un peu comme si on portait un manteau qui n'était pas à soi et qu'on vit une existence qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et on a cette sensation-là dans les empêchements, dans des répétitions d'événements dramatiques. Parfois, on est confronté à des phobies, à des angoisses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc en fait, qui nous sont transmises. Voilà. Et ça date des années 70, je crois. Oui, alors c'est Anne-Asselin Schunzenberger qui a vraiment mis en place cet outil, avec notamment le syndrome anniversaire. Donc elle travaille spécifiquement sur les répétitions. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, elle est plutôt simple. À quoi sert la généalogie? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose d'important quand on ne s'intéresse pas à ses ancêtres? Monsieur Claude ou Monsieur Josso? Eh bien non, de toute façon, l'intérêt de la généalogie, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu ses ancêtres, et puis qui n'a pas envie de monter, par exemple, un arbre généalogique pour ses petits-enfants qui sont très fervents de connaître tous ses arrière-grands-parents, etc. Et on a d'ailleurs des actions vis-à-vis des écoles, les CP, les CE, où on fait des opérations pour intéresser les élèves à faire remonter leur généalogie jusqu'aux arrière-grands-parents. Ça tombait bien cette année puisque c'est l'anniversaire du 100e anniversaire de 14-18, où ils découvraient effectivement leurs arrière-grands-parents qui étaient morts à la guerre. Donc un intérêt. Et ça, on a remarqué que les petits-enfants étaient bien plus friands même que les enfants eux-mêmes, qui ont peut-être d'autres choses en tête actuellement puisqu'ils travaillent, mais les petits-enfants sont très friands de ça, donc c'est une ouverture vers les futurs généalogistes aussi. Monsieur Josso, vous, quel intérêt vous y trouvez à la généalogie? En quoi c'est intéressant? Je dirais tout simplement, c'est pas nouveau, c'est rechercher ses ancêtres. Et j'ajouterais que si on constate depuis quelques années un engouement pour la généalogie, cela vient peut-être aussi du mal-être existant actuellement.
parce que naturellement, le questionnement sur le passé intervient. Avant, comment étaient éduqués les enfants et les vieux, comment vivaient-ils, la situation des femmes, comment était-elle, etc. Donc vous pensez, comme Nathalie Lombard, j'imagine que vous êtes d'accord avec lui, que c'est peut-être un mal-être aussi qui nous pousse à faire des recherches sur notre généalogie. Je ne suis pas sûre que dans le cas de personnes qui viennent de cercle généalogique, c'est le mal-être. Nous, quand on travaille en psychogénéalogie, il est bien évident que quand on aborde l'arbre, on y vient avec un questionnement. C'est-à-dire qu'on a des questions qui nous taraudent, on a comment dirais-je, besoin d'avoir du sens dans ce que l'on vit, donc on y vient pour ça. Donc moi je dis oui, on a besoin de connaître sa généalogie, parce que pour savoir où on va, on a besoin de savoir d'où on vient. Voilà. Donc ça c'est notre principe. Maintenant, nous on aborde la généalogie avec un questionnement. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'arbre avec cette question-là. Voilà. Alors les questions qu'on peut se poser quand on décide de se lancer dans de la psychogénéalogie, ça peut être quoi ? Ça va être, une phobie par exemple, vous disiez ? Oui, ça, ou alors ça peut être par exemple, me concernant, il y a des répétitions d'abandon d'enfants en fait. Donc moi je n'ai pas abandonné mes enfants. C'est bien. Cela étant, chez nous les filles sont abandonnées, et quand j'ai eu ma propre fille, moi j'étais traversée par des angoisses extrêmement profondes qui étaient de l'ordre de on va me l'enlever, elle va mourir, et ça vraiment ça m'empêchait de vivre, je veux dire d'une certaine manière, quoi. Enfin en tous les cas dans ma relation avec ma fille, quoi. Et c'était assez nocif aussi dans ce que je pouvais lui transmettre d'angoisse, etc. Donc, du coup vous avez décidé de mettre votre vie entre parenthèses pendant 2 ans. C'était pas le seul sujet, mais disons que c'était un des sujets par lequel j'ai abordé la psychogénéalogie, voilà. Et vous y avez trouvé des réponses, notamment cette histoire familiale d'abandon, finalement, qui expliquait votre angoisse. Voilà, mon angoisse, et puis ce que j'ai pu vivre moi aussi au travers de mon abandon, aussi. Voilà. Monsieur Josso, Monsieur Claude, quand on vient au cercle généalogique, pourquoi les gens, quand ils viennent vous voir pour faire des recherches généalogiques, quels motifs ils invoquent ? Est-ce que c'est par simple curiosité, finalement, la plupart du temps ? Oui, je dirais qu'au départ, c'est la recherche de ses ancêtres. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on retrouve chez des gens d'un certain âge qui sont à la retraite parce que ça demande du temps. On passe énormément de temps, surtout maintenant avec Internet, où on a la possibilité de rechercher directement depuis chez soi. Et puis qu'on a le temps libre pour permettre de monter sa généalogie. Mais oui, c'est le principal intérêt. Monsieur Josso ? Je dirais simplement que malgré mon grand âge, je suis un jeune généalogiste. Il y a 5 ou 6 ans que je fais de la généalogie, tout simplement parce que j'ai répondu à une question d'un de mes fils qui me dit « mais j'ai jamais connu mon grand-père ». Et ça m'a interpellé et je me suis dit « tiens, je vais me lancer ». Voilà. Alors c'est quoi la première étape quand on décide de faire des recherches généalogiques ? Ça va être l'album photo dont je parlais tout à l'heure, interroger sa famille. Il y a tout bêtement le livret de famille. On va rechercher dans ses papiers, etc., les livrets de famille, les photos, comme vous dites. Donc on pourra en parler longuement, les photos, parce que quand on se trouve avec des photos d'un siècle, on se demande bien qui sont tous les... Bon, j'allais dire les pingouins, mais tant pis, tous ceux qui sont nos ancêtres qui sont sur la photo, on essaie de les découvrir, etc. Donc c'est un attrait supplémentaire. Quand on fait de la généalogie, on peut remonter très très loin, on peut aussi s'intéresser à la qualité, c'est ce qu'on fait en psychogénéalogie. On ne va pas forcément remonter jusqu'au Moyen-Âge, on va remonter jusqu'à ce qui est problématique. Oui, en fait, souvent, on a besoin de remonter entre 4 et 7 générations. C'est là où va se créer le nœud, le trauma, et qui va découler, en fait, qui va suivre la lignée comme ça. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la recherche généalogique, c'est que quand on aborde la psychogénéalogie, on va commencer à travailler sur l'arbre que l'on porte en soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser tout de suite aux actes notariés, d'état civil. On va commencer par poser sur papier l'arbre tel qu'on le vit, tel qu'on le pense, tel qu'on croit le connaître. Donc on va mettre des dates, des noms, des ordres, etc. dans la fratrie. Des histoires même, j'imagine. Voilà. Et puis ensuite, on va le confronter effectivement aux actes. On va aller faire une collecte d'informations auprès de la famille. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir dans une même famille, les frères et sœurs ne vont pas raconter la même histoire parce qu'en fait, ils vont raconter l'histoire à partir de leur place. C'est comme si on était au théâtre, quand on est dans le fauteuil d'orchestre, quand on est dans les coulisses, on voit pas la même chose. Et ben là, dans la famille, c'est pareil. Ils vont pas raconter la même chose alors qu'ils sont du même nid, si on veut bien. Donc, ce qui va vous intéresser, finalement, c'est cette différence, cet écart qu'il y a entre l'histoire familiale qu'on garde et la réalité. Et la réalité qui va être confrontée. L'histoire des autres. Voilà, et on va se rendre compte que ce qu'on nous a raconté, ce qu'on croyait être, en fait, au regard des actes notariés, d'état civil, c'est pas du tout ça en fait. Donc c'est là qu'on va soulever des choses. Vous parlez d'actes d'état civil, c'est les seuls outils de recherche en généalogie, Monsieur Josso ? Mais disons que je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Madame, si vous permettez.
j'ai bien compris, vous recherchez les faits marquants rapport au questionnement avec lequel on est venu. Hein, voilà. Vous cherchez les faits marquants. Donc, il y a les recherches premières, je vous ai dit, ce sont effectivement les actes d'état civil, puisqu'il faut bien partir sur quelque chose. Alors, avec Internet, tout a changé. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout a changé, mais initialement, on va dans les mairies consulter les registres d'état civil, etc. etc. Hein, donc, dans les cimetières, oui, dans les cimetières, mais... Moi, des fois, ça m'a permis de débloquer des situations. Ah, vous êtes tombé sur une tombe qui réglait la question. Oui, qui m'a permis d'aller explorer une piste qui était verrouillée, que je n'arrivais pas à ouvrir. Voilà. Comme quoi, finalement, en généalogie, il y a énormément de sources, comme en histoire. On va revenir sur cette question de la généalogie dans quelques minutes, mais tout de suite, une pause musicale sur RCF. Retour dans le forum RCF. Aujourd'hui, nous abordons la question de la généalogie. La généalogie, à quoi ça sert? Avec nous, Monsieur Claude et Monsieur Josso du Cercle généalogique de Côte d'Or, et également Madame Lombard, qui est psychogénéalogiste, ou en tout cas qui donne des conférences sur la psychogénéalogie. On va s'intéresser à cet arbre généalogique. Est-ce qu'on a différentes manières de l'écrire? Monsieur Josso, Monsieur Claude, au Cercle généalogique de Côte d'Or, comment on fait son arbre de manière graphique? Alors il y a une méthodologie, effectivement, on démarre parce qu'avec la loi de protection des 75 ans, on n'a pas accès directement, sauf faisant partie de la famille. Donc la première chose, c'est de rechercher dans les papiers de famille, de mettre des dates sur les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, le plus loin possible. Et une méthodologie qui permet, avec une numérotation SOSA, de numéroter son père, son grand-père, etc., les hommes étant père, les femmes étant impair. Pour ne pas s'y perdre. Un arbre généalogique pour retrouver facilement le numéro de la personne. Donc au départ, c'est un peu basique, je dirais. Le but, c'est de mettre des dates de naissance, de mariage, de décès, de témoins qui ont assisté à ces différents événements, et de monter son arbre généalogique. Donc on se met en bas de l'arbre. Voilà, on se met en numéro 1, au bas de l'arbre, et on remonte. Alors il y a deux façons de faire, il y a l'ascendance et la descendance. L'ascendance, on va prendre donc toutes les personnes ascendantes, donc épouses aussi, les branches ascendantes, donc on élargit l'éventail. Par contre, la branche descendante, une fois qu'on est arrivé au maximum, on refait l'inverse, et là on a le patronyme, et on a vraiment que les gens de son patronyme pour rechercher le plus loin possible et arriver éventuellement au cousinage, qui est des gens qui existent encore et qui sont actuellement en vie, et provoquer peut-être des réunions de famille où on arrive à regrouper 100, 200 personnes. Et on élargit l'arbre. Voilà, on élargit l'arbre. Nathalie Lombard, en psychogénéalogie, est-ce qu'on fonctionne de la même manière? Alors, en psychogénéalogie, l'arbre, on va l'appeler génogramme ou génosociogramme. Il va être codifié. Ça va être pour ce plus pratique pour le praticien, pour la lisibilité, en fait. Les hommes sont représentés par des triangles et les femmes par des ronds. Enfin, après, on met bien sûr les noms. Alors, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir tous les prénoms, parce que c'est très important. Il y a des clés d'entrée, justement, dans les systèmes de l'OIET par les prénoms. On va mettre bien sûr les dates de naissance, de décès, et on va apporter d'autres informations annexes qui vont nous sembler importantes, encore une fois au regard de la question avec laquelle on est entré dans l'arbre. Donc ça va être les accidents, les maladies, les titres traumatiques. Oui, finalement. Pas que, parce qu'il y a aussi des bonnes transmissions, grâce à Dieu, dans les arbres. Donc ça peut être les titres honorifiques, ça peut être aussi... Alors on va surtout bien sûr dans la fratrie noter tous les frères et sœurs des descendants, enfin des ascendants, pardon. Parce que la place qu'on occupe est importante, donc on va tâcher, quand on peut le savoir, de noter également tout ce qui est de l'ordre des avortements, des enfants morts-nés, etc. Très important de savoir à quel moment on intervient dans la fratrie, et s'il y a eu un enfant mort-né avant nous, quelle incidence ça peut avoir sur notre histoire et notre posture dans la vie. Enfin, voilà. Et puis plein d'autres informations, la profession, le lieu, les émigrations, les dates. Et on va vraiment s'atteler à retrouver les dates signifiantes, quoi. Voilà. Comment ça se transmet, les traumatismes qui sont joués dans le passé sur nous? Alors ça ne concerne pas tous les descendants, bien sûr. Me concernant, par exemple, dans mes prénoms, mon troisième prénom est le patronyme qui a été donné à ma grand-mère abandonnée. Donc je porte le prénom France et je suis très en lien avec elle. J'avais adopté certaines postures qui étaient identiques. J'ai vécu des choses assez identiques également dans son parcours de vie, dans le mien. Voilà, on va le retrouver. Donc on va être en lien comme ça avec un ascendant par rapport justement à une date de naissance, un prénom,
maison, voilà, ou la place qu'on occupe dans la fratrie, voilà, et on va revivre des traumatismes qui ont déjà été vécus, alors soit pour réparer, soit pour continuer une mission qui n'a pas été achevée, et la répétition a pour but, on va dire, de mettre de la conscience à un moment donné sur cet événement qui n'a pas pu être, digéré, élaboré au moment où il s'est produit. Parce que les gens, ça a été tellement difficile pour eux qu'ils l'ont tué ou qu'ils n'ont pas su faire le deuil d'un événement. Et on le revit pour qu'à un moment donné, la conscience émerge et qu'on puisse apporter de l'apaisement par un acte symbolique ou en y apportant de la conscience. Voilà. Monsieur Claude, Monsieur Josso, vous faites partie du cercle généalogique de Côte d'Or. À ce titre, vous aidez, vous entourez les gens qui souhaitent faire des recherches généalogiques. Est-ce que dans toutes les histoires, on trouve comme ça des événements traumatiques, des choses assez importantes qui peuvent jouer sur notre présent finalement ? Monsieur Claude ? Moi, je dirais qu'on trouve, mais c'est quand même assez rare, parce que ce sont des actes d'état civil ou des actes paroissiaux qui ont été transcrits par les curés de l'époque, et on ne mettait pas toujours des informations annexes sur l'acte lui-même. Et plus on remonte dans le temps, et plus c'est simplifié. On n'a des fois même pas le nom des parents, parce que c'était vraiment stylisé. Il fallait pas gâcher du papier pour rien, donc c'est difficile à trouver des informations comme ça. Monsieur Josso ? J'ajouterais que si on parle de la tradition orale, et si on demande à nos grands-parents, etc., on se heurte rapidement à la notion de secret de famille. Donc il est assez rare qu'on puisse trouver des faits marquants, en particulier avortement, abandon, etc. C'est pas toujours évident. Donc on l'apprend parfois par hasard comme ça, mais c'est pas le but recherché finalement. En généalogie, c'est pas le but recherché quand on vient juste pour aborder l'arbre, en fait. Mais ces choses-là, en fait, quand on vient nous travailler en psychogénéalogie, on le porte déjà en soi. Donc, si vous voulez, on a déjà ça qui nous travaille. Donc, on va le décrypter plus facilement parce que les choses vont émerger, ça va donner du sens aux choses que l'on vit, aux événements que l'on vit, en fait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il peut y avoir eu un enfant mort, voilà. La génération suivante, ça va être le numéro 2, on va dire. Le numéro 2, l'enfant va décéder également, puis la troisième génération également. Et là, la personne va se dire, oh, mais attends, ça, on m'a déjà raconté ça, ou voilà. Et donc là, tout d'un coup, ça va faire sens. Vous voyez, donc c'est là où ça fait sens pour celui en fait qui est concerné, si vous voulez. C'est vrai que si on ne fait que regarder un arbre de manière, je dirais basique, on va pas faire attention à ça. Mais quand on vit une difficulté, ça prend du sens quand on regarde l'arbre. Voilà, c'est le regard qu'on va porter qui va être différent. Si vous c'est la même démarche, mais avec un autre regard et un questionnement. C'est ça. Qu'il n'y a pas forcément quand on fait son arbre généalogique. Vous, Monsieur Claude et Monsieur Josso, vous avez découvert des choses intéressantes, des anecdotes aussi dans votre arbre généalogique. Pourquoi vous l'avez fait cet arbre, Monsieur Josso? Alors moi, non, j'ai trouvé, c'est pas une anecdote, je la raconte quand même, mais quand on veut être un bon généalogiste, il faut avoir un certain nombre de qualités. La méthode, la patience, la ténacité, etc., etc. Et quand j'ai démarré, c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller au cours de formation qui sont donnés. Moi, j'ai pas été tout à fait au début, à 5-6 ans, très méthodique. Et il y a 2 ans, quand j'ai repris ma généalogie, je suis allé un petit peu plus loin. Vous êtes assagi. Non, mais j'ai été plus méthodique et c'est mes grands-parents, ma grand-mère, j'avais disons que retrouvé son acte de naissance, décès, etc., etc. Et je suis allé chez le notaire du pays et j'ai allé chercher l'acte notarié et le contrat de mariage. Et en lisant le contrat de mariage, je me suis aperçu que la date de naissance de ma grand-mère n'était pas la même que celle que j'avais relevée. Et plus grave, je me suis aperçu que j'avais pas la bonne grand-mère. Que je m'étais trompé de grand-mère. C'était pas trop grave pour elle, mais j'étais trompé de grand-mère. J'avais 250 ascendants de la grand-mère que j'avais trouvée. Et c'était pas les bons. C'était pas les bons, je suis reparti sur un truc. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être très méthodique. C'est peut-être pour ça, alors que votre fils ne connaissait pas sa grand-mère. C'est des choses qui se rejouent, encore une fois. Voilà. Vous parliez tout à l'heure justement de cette histoire, vous vouliez partir dans votre arbre généalogique en vue de le transmettre. Il y a cette idée de la transmission, de l'histoire familiale. Est-ce qu'on a le devoir ou la responsabilité d'être de bons ancêtres,
Nathalie Lombard. Non, ça on peut pas dire ça parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Et puis alors surtout, quand on fait cette démarche-là, on se met justement à la porte, enfin au même niveau que son ancêtre. Que moi, je me suis mis au même niveau que ma grand-mère. Et bien sûr que la grand-mère n'est plus cette vieille dame aux cheveux blancs. Ça a été une femme qui a une sexualité, qui a une vie, qui a eu des difficultés dans un contexte historique, social, voilà. Donc c'est vraiment un travail d'adulte en plus, parce que on se remet justement à son niveau. Et non, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça rend peut-être plus conscient de ce qu'on va transmettre. Oui, et puis surtout, moi, ce travail-là m'a apporté beaucoup d'apaisement. Ça fait tomber des colères, ça fait tomber des culpabilités. C'est vraiment un travail qui apporte du soulagement, quoi. Et voilà, c'est important pour moi de le faire dans ce sens-là. Je me posais une question d'ordre pratique, mais avant, vous vouliez réagir peut-être, Monsieur Josso. Oui, je dirais un principe, c'est qu'on n'est pas responsable de ce que l'ont fait nos ancêtres. C'est ça aussi qu'il faut se dire. On ne va pas prendre la responsabilité d'une faute qu'ils ont pu connaître, etc. Des fois, on le fait inconsciemment. On le fait inconsciemment, mais en fait... Oui, non, mais c'est inconscient. D'ailleurs, ils ne font pas ça pour nous faire du mal à la base. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut être porteur de choses qui ne nous appartiennent pas précisément. Et donc, ma petite question d'ordre pratique, comment on fait quand il y a eu des migrations dans notre famille, quand on a des origines espagnoles, par exemple? Est-ce qu'il y a des réseaux internationaux qui permettent de faciliter les recherches généalogiques? Ça complique forcément les choses, même s'il y a Internet aujourd'hui. Oui, alors c'est plus difficile, mais bon, Internet a amélioré énormément les choses parce qu'il y a des sites internationaux maintenant, mais qui sont peut-être moins évolués que dans les pays européens. Mais c'est grâce à Internet qu'on y arrive. Sinon, avant, il fallait se déplacer, effectivement, pour aller voir dans les mairies des différents pays ou dans les cimetières pour retrouver. Et puis, vous parliez d'histoire tout à l'heure. C'est vrai que c'est un formidable point d'entrée dans l'histoire. À partir de l'histoire familiale, on découvre la grande histoire. Voilà, c'est ce qu'on demande toujours aux généalogistes. Une fois qu'ils ont prospéré dans leur arbre, c'est de voir un petit peu tout ce qu'il y avait autour dans la commune, qu'est-ce qui s'est passé comme événement. Là aussi, dans les archives départementales, on trouve tous les relevés de décisions communales et de voir aussi la grande histoire autour. Qu'est-ce qui s'est passé en 1700? C'était qui était le président de la République, c'était du temps de Napoléon, donc de s'élargir un peu au problème familial. Sachant qu'au XVIIe siècle, ça devient plus facile puisqu'il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui va rendre officielle la tenue des registres paroissiaux, notamment, ce qui va permettre peut-être plus de facilité. Exactement. On est déjà au bout de notre discussion. On va laisser la place et la parole au public maintenant pour des réactions, mais juste avant, une pause musicale sur RCF. Vous êtes de retour sur RCF Parabole. Aujourd'hui, dans le forum RCF, on s'interroge sur la généalogie, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on y découvre, comment on fait de la généalogie. On vient de discuter depuis tout à l'heure avec Monsieur Claude et Monsieur Josso du Cercle généalogique de Côte d'Or, mais également avec Nathalie Lombard qui donne des conférences sur la psychogénéalogie. Maintenant, la parole est au public pour des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Que je ne vous ai pas encore posée. Est-ce que c'est mieux de faire des recherches généalogiques par soi-même ou de déléguer à un généalogiste? Alors, en psychogénéalogie, clairement, il faut le faire soi-même, puisqu'en fait, c'est la démarche même, c'est trouver du sens. Alors, on se fait accompagner, bien sûr, mais le but, c'est quand même de découvrir par soi-même pour apporter du sens, sinon ça ne fonctionne pas. Monsieur Josso, Monsieur Claude, vous vous encadrez, mais vous laissez aussi les gens faire leurs recherches d'eux-mêmes? Oui, c'est l'intérêt de s'intéresser à sa famille, plutôt que de passer par un généalogiste. Alors il y a des généalogistes effectivement qui existent pour des recherches d'héritage ou de choses comme ça, mais là c'est une nécessité. Autrement, quand c'est personnel, il vaut mieux s'en occuper soi-même. Et puis le prix n'est pas le même non plus. Une autre réaction dans le public. Oui, tout à l'heure vous avez fait allusion à une loi des 75 ans. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Monsieur Claude, c'était vous qui faisiez référence, je crois. Oui, c'est la CNIL, le terme exact de la CNIL, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est dans les registres, dans les archives, on n'a pas le droit d'aller au-delà. Voilà, on n'a pas le droit déjà de communiquer des dates de naissance de personnes qui sont encore en vie. Donc pour les décès, effectivement, on peut communiquer, la personne est décédée. Par contre, pour les naissances ou les mariages, surtout que depuis une certaine époque, on a mis dans les mentions marginales, on a mis les naissances et décès qui correspondent au mariage, donc des renseignements, etc. Et là, il y a une loi qui nous dit qu'il ne faut pas communiquer avant les 75 ans. Il y a aussi les dossiers médicaux qui sont interdits, qui demandent 150 ans d'âge avant de pouvoir être communiqués. Il y a tous les dossiers de justice, avec une préséance de 100 ans, à compter de la date de l'acte de clôture
du dossier de justice. Alors toutes ces contraintes, elles vont disparaître avec l'informatique, parce que ça c'est des problèmes pour nous aujourd'hui, mais dans 100 ans ou 200 ans, ceux qui nous suivront quand ils voudront retrouver la trace de notre passage, ce sera plus facile avec l'informatique, puisque maintenant on donne volontairement sur des réseaux sociaux nos dates de naissance, etc. Je pense que ça va faciliter peut-être davantage sur les les choses. réseaux sociaux, mais enfin, il y a quand même la loi qui existe et qui fait que les gens peuvent effectivement porter plainte et se retourner vers quelqu'un qui a communiqué des choses qui ne sont pas dans les possibilités. Nathalie Lombard, vous vouliez Oui, non, réagir? parce que notamment par rapport à ces dossiers, enfin ces archives-là, non, elles sont pas sur Internet. Enfin, je veux dire, c'est heureusement d'ailleurs. Pas les dossiers médicaux, mais les dates Mais de je parlais naissance, même- ça Ah arrive. oui, naissance. Oui. Sur les réseaux sociaux, effectivement, quelqu'un peut très bien communiquer effectivement des choses personnellement, bien qu'il n'ait pas le droit. Mais sinon, sur les archives départementales, ils tiennent compte de ces délais de prescription. Et, Monsieur Josso, vous vouliez Je réagir? citais un petit exemple concret. Dans le cadre dans une des recherches que l'on a fait pour le recensement des morts de la guerre de 14, on est allé aux archives de la ville de Dijon et surtout au service d'état civil. Et j'ai personnellement pris 9000 photos d'actes et de registres d'état civil, des actes de décès. Hein. Mais parmi les actes de décès, il y avait des actes de naissance. Et ces actes de naissance ont, bien entendu, on s'est bien gardé de les photographier, etc. Parce que sur ces actes de naissance, comme le disait Yvon Claude, il y a les dates de mariage des personnes, etc. Et on n'a pas le droit de divulguer ces dates-là. C'est pour ça qu'on n'a que les actes de décès alors. Voilà, c'est sur pour le ça qu'on a site que des notamment actes. Mémoire des Hommes, un site qui permet de Voilà. voir si on a des ancêtres qui sont morts pendant la guerre. Vous disiez que la guerre de 14-18, le centenaire, ça avait suscité des vocations Ah oui. généalogistes. C'est vrai ça, il y a des gens qui se sont vraiment réveillés avec ce centenaire, qui ont décidé de faire des recherches dans leur famille. Mais pas obligatoirement de généalogie, mais de recherche sur les personnes qui sont mortes et leurs familles qui ont vécu pendant la guerre de 14. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Oui. Oui, on est passé en quelques années là d'une société où il y avait un mariage qui était souvent l'union d'un homme et d'une femme de manière très officielle à une situation où il y a effectivement un certain nombre de mariages, mais aussi beaucoup d'unions non déclarées ou d'unions qui sont, je dirais, complètement différentes, beaucoup plus libres. Est-ce que ça va pas rendre plus difficile le travail du généalogiste? Monsieur Claude? Absolument. Là, on ne sait pas encore comment tout ça va s'organiser, notamment quand on fait affaire à des logiciels de généalogie, parce que quand on remonte ses ancêtres et qu'on a plus de 1000 actes, effectivement, on ne peut pas continuer à le faire sur le papier. On achète un logiciel de généalogie et qui sont prédisposés à mettre un nom d'un père, d'un mère, etc. Donc là, dans le futur, je ne sais pas du tout comment ils vont remanier un petit peu tout ça, parce qu'il y a plein de questions à se poser. Monsieur Josso? Je suis bien content d'être vieux et d'être pas généalogiste dans 50 ans. C'est vrai. Pourtant, moi, j'ai tendance à me dire vraiment que ce sera plus simple. Parce que, justement, il y a Internet, il y a, avec les notaires, des généalogies successorales qui peuvent être déjà établies. Peut-être qu'on a plus tendance aussi à faire sa généalogie. Donc, je me dis que ce sera peut-être plus facile dans le futur. Je me trompe, Nathalie Lombard? Je n'avais pas de réponse. Moi, je plains les notaires à venir. Hein. Oui. Les successions, ça c'est sûr. Non, je sais pas. Oui. Est-ce que ça a un intérêt d'ailleurs, quand on fait son arbre généalogique, de s'intéresser à l'arbre généalogique de son conjoint, de son mari, de sa femme? Ah oui, grandement. Alors, pas pour les mêmes raisons, j'imagine, mais grandement. Dites-nous les vôtres, Nathalie Lombard. Eh ben, il se trouve que quand on observe alors moi j'ai observé les mariages donc de mes différents ascendants et le mien également, et on va voir que des familles s'épousent entre elles avec des fantômes identiques, soit en miroir, soit en écho en fait, et on voit que les familles s'épousent sur des mêmes Les problématiques. deux frères épousent les deux sœurs? Non, c'est pas c'est pas ça que vous voulez dire. Comme par exemple, Ils ont les mon mêmes mari et problématiques qui se moi-même posent. avons tous les deux un grand-père émigré du même côté, et on est tous les deux traversés par ce mouvement de déménagement qui nous prend comme ça régulièrement, où on part, voilà, hop. Donc, Vaut mieux avoir le même problème, du coup, quand on vit ça, c'est ensemble pas avec très ce grave. problème-là. Mais il a aussi, comment dirais-je, une problématique dans sa famille qui va se retrouver dans la mienne et qui vient faire écho en fait. Voilà. Donc et c'est pareil du côté de ma mère. Donc on abandonne les filles. Du côté de mon père, les mères meurent, ce qui est à peu près identique. Hein. Donc voilà, ouais, on va retrouver Vous avez des une choses famille comme ça. formidable, Ah oui, hein. c'est formidable. Non, mais je suis vraiment absolument réconciliée avec ma famille et je me suis approprié les très très bonnes transmissions et je le vis pleinement avec beaucoup de joie. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Monsieur Josso? Il y a la dame qui Ah, levait. on a une question dans le public. Je
me permettais juste de vous poser une question. Est-ce que de savoir ça, ça change quelque chose vraiment? C'est-à-dire, est-ce que ça s'arrête, cette transmission? Il suffit de le savoir pour que ça change? Il faudra le demander à vos enfants. En tous les cas, ça apporte une forme d'apaisement, puisque tout d'un coup, ça fait sens, quoi. On comprend pourquoi on vit ça, en fait. Voilà. Donc, ça permet de se décoller, de prendre un peu de hauteur, vous voyez. Moi, je trouve que ça s'arrête, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas eu de continuité dans l'abandon, des choses comme ça. Vous n'avez plus envie de déménager non plus, donc tout va bien, pour l'instant, en tous les cas. On a acheté un camping-car, on s'est fixé, on progresse. Ça permet de déménager tout en se fixant de temps en temps. Ça apporte beaucoup d'apaisement. Dire que les choses s'arrêtent, je ne sais pas, mais en tous les cas, on les voit arriver, c'est déjà pas mal. Voilà, ça donne du sens aux choses, en tous les cas. Monsieur Josso et Monsieur Claude, est-ce que vous aussi, quand les gens viennent au cercle généalogique de Côte d'Or dans votre permanence pour faire leur arbre, vous les encouragez à aller du côté des conjoints, du côté du mari ou de la femme, Monsieur Claude? Oui, tout à fait. Ça fait partie de la démarche de remonter son arbre généalogique. On ne se cantonne pas uniquement au père, grand-père. On va effectivement vers les conjoints et pour élargir un peu les fratries, les différentes familles, oui. Monsieur Josso? Disons que il est sûr que c'est intéressant. Et alors, c'est peut-être encore plus intéressant, même plus long, quand il y a eu des divorces, etc., qu'on va rechercher les ancêtres de la première femme ou du premier mari, etc. Donc ça permet de faire des comparaisons. Merci beaucoup, Monsieur Josso et Monsieur Claude. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être l'horaire de vos permanences? Si on est pris là tout à coup d'une envie de faire son arbre généalogique, comment on fait? On vient vous voir à la Maison des Associations, je crois. Alors, principalement à Dijon. Nous sommes à la Maison des Associations 2 rue des Corroyeurs. Et tous les 15 jours, les premiers et troisièmes mardis du mois, à partir de 16h30 jusqu'à 19h, il y a des gens qui sont là à disposition. Et Nathalie Lombard, si on a un questionnement sur notre arbre généalogique, il vaut mieux donc faire de la psychogénéalogie. Ça se fait auprès d'un psychologue? Ça se fait auprès d'un thérapeute. Alors moi, j'ai fait ça donc à Paris, auprès de l'école Généapsy, et j'étais donc suivie par une personne tout à fait compétente en la matière. Voilà. Sinon, moi, je donne des conférences, et c'est vrai qu'au sortir de mes conférences, souvent, il y a de l'écho. Enfin, quand je parle de mon arbre généalogique, les gens s'y retrouvent forcément, parce qu'en fait, c'est globalement toujours un peu les mêmes mouvements, les mêmes histoires, hein, et ça permet d'ouvrir des portes. C'est pas inintéressant. Oui, il y a une citation de je ne sais plus qui disait on a tous un roi et un pendu dans notre arbre généalogique, c'est sûr. Je termine avec une autre citation, une citation de Claude Lévi-Strauss cette fois. Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même. Qui suis-je? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis? Des noms d'abord, des dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre. Et on terminera sur ces mots, ce forum qui s'interrogeait ce mois-ci sur la généalogie. Merci à tous et à bientôt sur les ondes d'RCF.